Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables, on vous souhaite la bienvenue. 0826 300 300. On va revenir sur cette séquence de la semaine dernière avec Emmanuel Macron déplaçant à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques. Il a annoncé le déblocage de 500 millions d'euros issus du fonds vert pour la rénovation des bâtiments scolaires. Objectif, rénover entre 40 et 44 000 écoles d'ici 10 ans, Philippe. Oui, avec nos invités, on va faire un point sur l'état des établissements scolaires en France face au réchauffement climatique. On reviendra sur les principales mesures annoncées par le président de la République et on ira au plus près des communes avec des élus locaux. Comment ont-ils reçu ces annonces? Comment s'organisent-ils face aux aléas climatiques? Et faut bien parler d'argent. Ont-ils les moyens de rénover ces écoles? Et tout de suite, alors, on vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix responsables Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. Et nos invités pour en parler, Kamel Chibli, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes vice-président de la région Occitanie en charge de l'éducation, jeunesse et sport et président de la commission éducation des régions de France. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. On est en Occitanie, direction Marseille. Pierre-Marie Ganozzi, adjoint à la mairie de Marseille en charge des écoles, du bâti et du patrimoine scolaire, qui a d'ailleurs été auditionné par l'Assemblée nationale et le Sénat à ce sujet. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et Jean-Baptiste Amonique est avec nous. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Vous êtes maire de Villepreux dans les Yvelines et membre du bureau de l'Association des petites villes de France, président de l'Agence locale de l'énergie et du climat Saint-Quentin en Yvelines. On va revenir sur finalement cet état des lieux puisque vous êtes avec nous, Jean-Baptiste Amonique. Aujourd'hui, l'état des lieux de Villepreux aujourd'hui dans les Yvelines, c'est quoi sur le bâti scolaire? Alors si je vous prends l'exemple de ma commune Villepreux, pour situer 11 000 habitants, ouais. J'ai 50 bâtiments municipaux. 50% de la surface de mes bâtiments municipaux, c'est-à-dire en mètres carrés, c'est du bâti scolaire, qui représente plus de 37% aujourd'hui de mes dépenses énergétiques. Donc ça montre bien aujourd'hui que il y a urgence. Il y a urgence, puis on a un bâti qui est vieillissant. On parle de bâtiments qui sont des années 70-80 et qui ont aujourd'hui plus que jamais besoin de rénovation. Ouais. 11 000 habitants à Marseille, on va passer à la taille au-dessus. À Villepreux. Pardon, on va passer avant d'aller en Occitanie, là c'est carrément une région à Marseille. Où en est-on sur les établissements scolaires à Marseille? Marseille, c'est un peu plus de 800 000 habitants. C'est ça, Pierre-Marie Ganozzi? Oui, exactement. Presque 900 000 habitants, 76 000 élèves et 470 écoles qui sont là aussi des passoires thermiques. Nous avons des écoles, alors les plus anciennes, les écoles Ferry, sont bien évidemment pas du tout pensées pour le réchauffement climatique. Et les écoles sont les écoles de l'après-guerre, donc de type GEP ou autres, ne sont pas du tout pensées pour ça. Excusez-nous, donc ça veut dire quoi, GEP? Il fait très chaud dès le début du mois d'avril. Ça veut dire quoi, GEP, pour nos auditeurs? Ah pardon, c'est les écoles en fait qui ont été fabriquées. Alors on pourrait dire pailleron, même si c'est pas tout à fait, même si le terme est un peu impropre. Avec des poutres métalliques. C'est ça, c'est la poutre métallique, exactement. Et direction l'Occitanie. Direction l'Occitanie, c'est le Tour de France, Île-de-France, Marseille, donc la région sud, Occitanie. Dans les lycées, c'est un peu la même problématique, Kamel Chibli. Alors vous, c'est pas une ville, c'est pas Villepreux, c'est pas Marseille, c'est des milliers de kilomètres carrés. Des lycées, il y en a dans tous les départements, en région Occitanie, bien évidemment. Oui, il y en a beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a 225 lycées publics et au total, privé public, c'est 374 établissements. Donc c'est vrai que la dimension de la passoire thermique, c'est quasiment une des priorités. Nous, on a beaucoup investi. C'est vrai que vous parlez beaucoup des communes, parce que je pense que la vraie difficulté, elle se situe au niveau des communes, puisqu'on a les uns et les autres mis des plans pluriannuels d'investissement. Nous, c'est 1 milliard d'euros, donc un tiers que sur la partie énergétique, parce qu'en fait, on a aujourd'hui, on l'a vu dans la crise énergétique qu'on a connue, ça nous a coûté un fric colossal, sans aucune aide de l'État, sans aucune compensation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vital. La question de la passoire thermique, nous, on avait un sujet, c'était la sécurité, c'était l'accessibilité. Et là, maintenant, c'est des questions de passoire thermique. Et on a beaucoup d'établissements, après, qui n'ont pas assez peut-être investi sur la dimension géothermie, sur le photovoltaïque. Parce que ça aussi, c'est un sujet majeur. C'est comment on fait en sorte que ce que l'on consomme, et ce qu'on produit, on va dire, pallie à la consommation de chaque établissement. Et ça, c'est le sujet, ce qu'on appelle des lycées à énergie positive. Mais c'est un enjeu colossal pour nous, c'est un tiers du budget. Donc, par rapport à votre question sur l'État, tout est bon à prendre.
Je crois qu'effectivement, c'est important qu'ils accompagnent les collectivités sur ces investissements. On n'est pas fou, c'est de l'argent qui est important pour nous et on a eu beaucoup de compétences nouvelles sans aucune compensation. Donc je dirais que tant mieux, et il était temps que l'État nous aide et accompagne l'ensemble des collectivités sur cette dimension. Pierre-Marie Ganodi, vous êtes adjoint à la ville de Marseille, en charge justement de ces sujets, entre autres. Il y a eu un grand séminaire au mois de juin, justement, où vous avez traité de ces sujets. Je crois que des travaux ont déjà commencé. C'était quoi finalement le bilan? Qu'est-ce qu'on pouvait dire? Et est-ce que, en attendant de pouvoir faire ces travaux, on a des alternatives? Alors oui, absolument. Alors les travaux ont déjà débuté. On a commencé au mois de janvier-février. On a décidé de voter un plan canicule exceptionnel, donc qui consiste en fait à créer dans de très nombreuses écoles les principaux points chauds, mettre des brises soleil pour casser en fait la chaleur qui rentre dans les salles de classe et mettre au plafond des brasseurs d'air. Alors c'est un système de turbine. Et en plus de ça, on change aussi les menuiseries, c'est-à-dire les fenêtres. Il faut savoir en termes de chiffres que si on fait ces deux actions, rien que ça, pour une salle de classe, on est à 25 000 € rien que pour ça. Ouais, ce qui veut dire quand même que les sommes sont considérables, parce que ça c'est bien, mais c'est pas suffisant. Après, il faudrait améliorer également l'isolation extérieure. Et après, on peut aussi aller vers des cours végétalisés où on remet de la fraîcheur dans les cours, en débitumant, en plantant des arbres, etc. Et donc tout ça, évidemment, ça coûte beaucoup d'argent. Jean-Baptiste Amonique, vous avez lancé un plan de rénovation, vous, de 3 écoles. Ouais. Et la facture, on entend 25 000 € par salle de classe. C'est une facture à 3 millions d'euros. Alors oui, nous on est sur un plan pluriannuel, donc sur 3 ans, de 2,8 millions d'euros. Parce qu'il faut avoir connaissance de l'enjeu qui est devant nous. Si on parle du bâti scolaire, aujourd'hui c'est 140 millions de mètres carrés. 140 millions de mètres carrés, c'est colossal. Le bâti scolaire représente 140 millions de mètres carrés à l'échelle nationale. Bon, 76% des dépenses d'énergie des communes sont issues des bâtiments et 30% du seul bâti scolaire. On a beaucoup parlé de sobriété énergétique ces derniers temps. On a amorcé, nous évidemment, à Villepreux, un plan de sobriété. Maintenant, il faut passer à l'efficacité énergétique. Au moins d'une sobriété subie à une sobriété choisie. C'est ça. On a évidemment, un peu comme tous les autres collègues, amorcé des travaux de végétalisation des cours d'école pour créer des îlots de fraîcheur. Donc là, on est plutôt sur les conditions d'accueil des enfants, des enseignants, du personnel aussi de la mairie qui y travaille. Là, il y a une nécessité d'accélérer sur la rénovation énergétique de nos écoles. Je vais vous donner quelques chiffres, vous allez voir, ils sont très parlants et ça permettra aussi de répondre à la question sur finalement l'aide ou en tout cas le dispositif annoncé par le président de la République, c'est-à-dire d'abonder le fonds vert de 500 millions pour financer des travaux de rénovation énergétique du bâti scolaire. Dans les Yvelines, le fonds vert, cette année, c'était 20 millions d'euros. On nous a annoncé que 10 millions d'euros seraient principalement fléchés sur les collectivités ayant subi des pertes financières avec les réformes de la CVAE. Donc, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui a remplacé en partie l'ex-taxe professionnelle. Exactement. Et donc finalement, ça veut dire que ce sont les intercommunalités et les départements. Il restait donc que 10 millions pour 259 communes du département. 10 millions, c'est précisément le montant que nous avons estimé pour faire la rénovation énergétique de l'ensemble de nos bâtiments municipaux si nous faisions que le minimum syndical, c'est-à-dire les bâtiments concernés par le fameux décret tertiaire. Donc oui, c'est 2,8 millions d'euros pour les écoles. Nous en faisons une priorité aujourd'hui, rénover le bâti scolaire. Ça va se faire sur plusieurs années. On va commencer évidemment par le groupe scolaire qui représente le plus de dépenses d'énergie à l'heure actuelle. Vous dites plusieurs années, c'est quoi? C'est l'échéance, c'est quoi? C'est 3 ans. Là, on est sur du 2023-2026, autrement dit, la deuxième temporalité maintenant du mandat. Il faut dire que nous avons touché 200 000 euros de fonds verts cette année. 200 000 euros de fonds verts sur des travaux de 2,8 millions. Ça fait 8%. Ça fait 8%. Un autre chiffre aussi qu'il faut évidemment avoir à l'esprit. Le président de la République annonce 500 millions d'euros pour entre 40, et vous l'avez dit, et 45 000 établissements scolaires. Il y en a 51 000 qui ont besoin de rénovation. Et c'est la ministre des collectivités, Dominique Faure, qui disait d'elle-même que sur plusieurs années, le montant nécessaire serait de 52 milliards d'euros. Ah oui, on est loin du compte. Ça montre que
On prend, comme ça a été dit par les collègues, évidemment on prend, mais on ne peut pas dire que ce sera suffisant pour être à la hauteur du défi et de l'enjeu. On continuera notre tour de France du bâti scolaire. Vous restez avec nous, vous voulez poser des questions, 0826 300 300. Sujet très important et très intéressant. Et on en parle dans quelques instants. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite, c'est les vraies voix responsables et c'est Sud Radio, bien sûr. Et bienvenue dans les vraies voix responsables. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h. Et vous l'avez entendu, ces annonces du chef de l'État sur la rénovation des 40, voire 44 000 bâtiments scolaires sur 10 ans, en fléchant forcément un montant. Et on parle de 500 millions d'euros de fonds verts à distribuer, alors à bon escient, bien entendu. On va en parler avec Kamel Chabli, qui est vice-président de la région Occitanie, en charge de l'éducation, jeunesse et sport, et président de la commission éducation de Région de France. Pierre-Marie Gazzoni, qui est adjoint à la ville de Marseille en charge de l'école, du bâti et du patrimoine scolaire. Et avec nous aussi un maire, le maire de Villepreux, Jean-Baptiste Amonique, qui est Villepreux, c'est dans les Yvelines, membre du bureau de l'association des petites villes de France et président de l'agence locale de l'énergie et du climat Saint-Quentin en Yvelines. Voilà, vous avez des titres à rallonge. Ah oui. On a perdu 20 minutes d'émission. En voyage, on va prendre la direction de l'Occitanie. Kamel Chabli, on va pardonner tous vos titres à tous parce que sinon on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir, exactement. Mais pas de problème. Faites le cours. Moi, Kamel Chabli, ça me va très bien. On va dire que le cas, si ça ne vous dérange pas. Alors, Kamel Chabli, on va donner quelques chiffres. En France, les établissements scolaires, c'est 59 650 écoles et établissements du second degré, dont 48 950 écoles, 6 950 collèges, 3 750 lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté. Selon les pouvoirs publics, 10% des établissements sont très vétustes. Est-ce que vous avez le cas, par exemple, en Occitanie? Et après, je vais élargir le débat pour Marseille ou pour Villepreux. Comment a-t-on pu en arriver là? Oui, bien sûr qu'il y a des cas. Je vais vous dire en toute sincérité. Moi, j'ai quelques connaissances dans mon département, que ce soit dans l'Ariège ou dans le Gard, des exemples d'établissements qui sont en situation catastrophique parce que les communes n'ont pas les moyens. Vous avez une situation, c'est que les communes sont quasiment étouffées et derrière, l'investissement est très cher. En plus, elles ont subi les augmentations énergétiques. Donc, si vous voulez, l'un dans l'autre, ça ponctionne l'ensemble des budgets des communes. Donc, nous, les régions, effectivement, on a beaucoup engagé d'investissement. Mais par rapport à ce que disait mon collègue, quand on imagine ce que représente 500 millions d'euros à l'échelle de 40 000 établissements, autant vous dire que ça, je ne vais pas dire que ça sert à rien, mais c'est que nini par rapport à l'objectif qu'on se fixe. Mais moi, je connais des communes où des maires ne pourront pas mettre 50 000 euros d'investissement s'ils n'ont pas l'autofinancement suffisant. Donc, c'est vrai que l'objectif qui est fixé par l'État, il doit être encore plus significatif si on veut être tous au rendez-vous de cette souveraineté énergétique. Donc oui, je vous confirme que dans les départements, c'est compliqué, très compliqué. Pierre-Marie Gazzoni, vous adjoint à la ville de Marseille, j'imagine que que vous avez à peu près une idée de des dotations de l'État sur ce sujet-là. Mais d'abord combien, mais où est-ce que vous allez trouver l'argent pour le reste? Parce que est-ce que c'est des choses que vous aviez anticipées ou est-ce que finalement il va falloir se débrouiller, comme on dit? Alors, Marseille a été tristement célèbre. En 2016, oui. Vos collègues, vos confrères de Libération avaient titré les écoles de Marseille la honte de la République. Donc évidemment, il y a eu pendant des années, voire des décennies, un sous-investissement dans les écoles de Marseille, ce qui fait que lorsque nous sommes arrivés, il a fallu rattraper le retard. Et donc nous, immédiatement, on a budgété, on a dégagé des moyens, et avec le maire de Marseille, nous sommes allés voir le président de la République pour lui dire, voilà, l'ampleur de la tâche, elle est énorme, l'ampleur des travaux est pharaonique, il y a le confort d'hiver et le confort d'été qui est devenu une chose indispensable, et donc main dans la main, nous avons signé avec l'État le plan école qui a pour objectif de réfléchir sur le bâti scolaire de demain et de pouvoir en fait pouvoir mutualiser après tout ce que nous aurons fait de bien et de pouvoir le proposer aux autres communes. Et donc en termes de somme globale, pour remettre à niveau la totalité des écoles de Marseille, donc les 470, on chiffre à 1,5 milliard d'euros sur 10 ans, ce qui est évidemment une somme considérable. Nous avons l'aide de l'État et heureusement, mais c'est vrai que pour revenir sur la question du fonds vert, si l'État veut avoir une vraie politique d'aménagement du territoire et impulser ce nouveau défi qui est le confort d'été et surtout l'adaptation
au dérèglement climatique, alors les 500 millions d'euros, il va falloir que ce soit beaucoup plus important. J'imagine que, alors il y a forcément, vous avez fait un état des lieux, on en a parlé tout à l'heure, mais j'imagine qu'il y a des sujets qui sont beaucoup plus importants que les autres. Il faut faire un choix aussi, commencer les travaux. On peut pas commencer les travaux tout en même temps dans toutes les écoles. On est quoi sur du collège, du lycée, enfin différentes typologies de bâtis scolaires. Mais on commence par quoi? Parce que le chantier est tellement vaste. Alors, on commence d'abord par la sécurité des enfants. L'objectif principal, c'est vraiment de mettre tous les enfants en sécurité. Donc, s'il y a des fissures, s'il y a des bâtiments qui ont des problèmes de structure, il faut bien évidemment les résoudre. Mais en parallèle, cet audit-là est déjà fait ou pas? Ça, c'est déjà terminé? Oui, ça c'est déjà terminé. Ça c'est déjà terminé. Les bâtiments qui étaient le plus vétustes ou les plus inquiétants en termes de structure, ils ont été résolus très rapidement. Et là, depuis vraiment 2023, donc depuis le début de l'année 2023, nous avons axé notre politique sur le confort d'été et on met le paquet là-dessus. Jean-Baptiste Amoni, un mot là-dessus. Je crois qu'il faut bien comprendre que si nous, élus locaux, nous alertons sur ce sujet, c'est que derrière le bâti scolaire, il y a le service public de l'éducation. Il y a effectivement le confort des enfants, le confort des enseignants, le confort aussi du personnel municipal ou départemental ou régional qui travaille dans nos établissements. Ça à prendre en compte. Je voudrais juste illustrer d'un propos ce que disaient mes collègues. Je crois qu'on est face à deux murs aujourd'hui. Il y a le mur énergétique et le mur de l'investissement. Et là où nous, communes, on se tourne régulièrement vers le département, vers la région pour compléter les quelques subsides de l'État que nous pouvons avoir pour porter nos projets d'investissement, notamment la rénovation de bâtiments. On le voit bien, ça a été dit par mes collègues, qu'eux aussi doivent maintenant engager des investissements sur leurs bâtiments en propre, les collèges pour le département et les lycées pour la région. Juste un exemple dans les Yvelines, on a la chance... Mais qui est prioritaire du coup? Mais tout le monde est prioritaire. Après, je veux dire, mais après on choisit les priorités. C'est toute la difficulté, c'est que, je veux dire, pour le département, évidemment qu'un collège vétuste va être prioritaire. Moi, une école où je vais avoir des températures qui sont intenables l'été va être prioritaire. Mais juste pour illustrer la difficulté et montrer que c'est le serpent qui se mord la queue. Pour le budget cette année de Villepreux, 1 million d'euros de dépenses de fonctionnement subies en plus en raison de la hausse des tarifs de l'énergie. 70% sur le gaz et l'électricité. Ça veut dire que cette année, j'ai une épargne, évidemment, qui a fondu comme neige au soleil, puisque j'ai des dépenses de fonctionnement qui ont augmenté. Et donc ça veut dire que je ne peux pas le réinvestir. Donc c'est autant d'autofinancement que je n'ai pas. Dans les Yvelines, le département, qui est un département qu'on pourrait qualifier de riches habituellement. En tout cas, 93 millions annoncés de pertes de recettes liées à la chute des droits de mutation à titre onéreux. Sans rentrer dans un détail, c'est parce qu'avec le marché de l'immobilier évidemment qui est très mauvais, c'est une perte de recettes. Que nous dit le département? Je vais continuer cette année autant que je peux à soutenir l'investissement des communes, mais je vais devoir peut-être échelonner dans le temps l'investissement que je dois mettre sur mes propres collèges. Kamel Chibli, vous qui êtes au niveau de la région, est-ce qu'il y a des disparités de niveau d'entretien, de niveau d'état des lycées quand on est en zone très rurale, et il y a des zones très rurales en Occitanie ou dans des zones très urbaines et parfois même dans des quartiers populaires par rapport à des quartiers aisés? Comme vous le connaissez, je parle de langue de bois. Oui. On a quand même plutôt palier, nous, dans notre région, mais je sais que quand on est arrivé, on avait des lycées qui étaient un peu les parents pauvres. C'est-à-dire que vous avez des rénovations qui avaient tardé à se faire. Il a fallu tout rattraper. Donc autant vous dire que nous, on a priorisé l'investissement, puisqu'on a considéré qu'il fallait mettre 1 milliard d'euros sur 6 ans sur l'ensemble des lycées. Donc vous imaginez les 500 millions d'euros dont on parlait au niveau national. C'était 1 milliard d'euros qui a été engagé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu 3 objectifs, comme je disais, l'accessibilité, la sécurité, et puis derrière est arrivée la question de l'énergie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, clairement, vous demandez quelle est la priorité. Moi, je vous le dis à tous les deux, franchement, je pense que les communes, on a certaines communes qui sont dans la souffrance, qui n'ont pas les moyens. Donc je pense qu'en priorité, il faut aller rapidement. Moi, je dirais presque 1 euro engagé, c'est 1 euro de l'État. 1 euro des collectivités, 1 euro de l'État. Il faut quasiment que là-dessus, si on veut remplir cet objectif assez rapide, c'est-à-dire dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années, il faut massivement, on parle de l'investissement, ce n'est pas du fonctionnement. Donc c'est quand même beaucoup plus facile pour l'État d'aller sur de l'investissement. Et il faut y aller. Parce que toute l'énergie qu'on dépense, moi je vous donne une facture très simple, l'année dernière, ça a été 115 millions d'euros de plus pour la région Occitanie en termes de dépenses énergétiques sur l'augmentation de la tarification. C'est 115 millions d'euros qui ont été pris sur le budget. C'est-à-dire que quand on fait ça, on ne fait pas autre chose. Donc ça veut dire qu'il y a urgence. Il y a urgence climatique, il faut aller très vite. Donc je pense que moi, priorisation aux communes qui sont vraiment dans le souci, dans les petits territoires ruraux, vous avez raison, ou dans les quartiers dits prioritaires où les villes ne sont pas
les riches. Et après, il faut aller très vite et crescendo. Les départements, ils ont quand même encore la capacité d'investir. Mais je pense qu'il faut qu'on aille très vite. Très vite. Jean-Baptiste Amonique. Oui, si je peux me permettre d'un mot, je suis en accord avec mon collègue. N'oublions pas ce que j'appelle aussi la classe moyenne des communes. Ouais. C'est-à-dire ces communes de notre strate, globalement, si je prends les petites villes, l'association des petites villes de France, nous c'est de 2500 à 20 000, 25 000. Pourquoi je dis ça? Parce que généralement, quand on veut répondre à des appels à projets ou quand on veut bénéficier de dispositifs financiers de l'État, nous ne sommes que très rarement éligibles. Parce que nous ne sommes pas en politique de la ville ou parce que nous ne sommes pas en zone rurale. Et je crois que là, il y a un vrai sujet. Et c'est pour ça que le fonds vert, nous, du côté de l'Association des petites villes de France, on a salué le fait qu'il soit reconduit l'année prochaine. Nous, on demande sa pérennisation et surtout qu'il soit abondé d'année en année. Et un point de vigilance, à mon avis, que mes collègues partageront avec moi, c'est que les 500 millions d'euros qui sont annoncés, nous espérons que ce soit des crédits nouveaux et pas du redéploiement de crédits venus d'un autre dispositif, comme on a pu l'avoir sur le fonds vert dans les années précédentes, avec des crédits du front friche qui étaient déjà annoncés et qu'on a remis dans le fonds vert. Je ferme la parenthèse, mais c'est évidemment important pour nous. Allez, vous restez avec nous. On fait le débat n'est pas en friche, ça c'est sûr. On revient dans quelques instants. Restez avec nous, on reste ensemble jusqu'à 20h sur ce sujet très, très intéressant. En tout cas, c'est bien parce qu'on a du local et on a du territoire et au moins on comprend l'importance de changer les choses et de trouver des solutions ensemble. Vous voulez réagir, 0826 300 300. À tout de suite. Et les vraies voix responsables sur ce sujet du bâti scolaire qu'il va falloir transformer grâce ou à cause des changements climatiques. En tout cas, Kamel Chiblit avec nous, vice-président de la région Occitanie en charge de l'éducation et de la jeunesse et des sports. Pierre-Marie Gazzoni, adjoint à la ville de Marseille en charge des écoles aussi. Jean-Baptiste Amonique, qui est maire de Villepreux dans les Yvelines et membre du bureau de l'association des petites villes de France. Chose importante en matière d'organisation, parce que ça aussi c'est très compliqué. Et là je vais m'adresser à Pierre-Marie Ganuzzi parce que forcément la ville est beaucoup plus grande. C'est la gestion des travaux, parce que ça aussi c'est très important. Que va-t-on faire des élèves, comment on va gérer? Est-ce que ça veut dire qu'on va fermer des cantines qui sont généralement des coûts supplémentaires parce qu'il faut trouver des alternatives? Alors effectivement, pour ces travaux liés au confort d'été, il faut obligatoirement une période longue, c'est-à-dire qu'il faut les faire pendant les grandes vacances scolaires. Ouais. Donc là, les enfants du coup sont moins impactés parce que le faire en site occupé, c'est quand même... Alors c'est faisable, mais c'est quand même un peu plus compliqué, puis c'est des travaux qui sont longs, qui dérangent les enseignants, qui dérangent les enfants, donc c'est pas forcément une bonne idée. En revanche, du coup, ça impacte évidemment les centres aérés, et là pour le coup, il faut arriver à trouver d'autres endroits pour pouvoir les installer. Mais quand même, au final, tout le monde est satisfait parce que il y a quand même un confort qui est nouveau et qui est réel, donc c'est quelque chose qui est important. Sachant qu'en plus, on a clairement dit nous à la ville de Marseille qu'on ne voulait pas aller vers de la climatisation parce que c'est la fausse bonne idée. La climatisation, ça crée des gaz qui accélèrent le réchauffement climatique et en plus, ça dégage de la chaleur en extérieur. Donc en fait, c'est une fausse bonne idée. Donc nous, on met tout en œuvre pour essayer de trouver le mieux disant environnemental. Kamel Chibli, c'est un plan de rénovation sur 10 ans. Il y avait un rapport sénatorial de 2020, donc c'est quand même assez récent, qui avait chiffré les travaux à 40 milliards d'euros pour atteindre l'objectif d'une réduction de 40% de la consommation d'énergie en 2030. Les collectivités locales attendent des précisions. C'est ce qui se dit depuis les annonces du chef de l'État. Question, lesquelles? Déjà, nous, d'abord, juste préciser sur la question d'avant, 80% des travaux de rénovation, les amis, je vous rassure, elles se font en site occupé, ça n'existe pas. On ne peut pas faire en 2 mois, on ne peut pas faire des travaux conséquents. Ouais, donc, ça. On ne va pas se raconter d'histoire. Après, c'est savoir ce qu'on veut. Et nous, effectivement, les travaux, ça s'organise. C'est comme tout chantier, vous arrivez à organiser les choses. C'est juste l'idée, c'est pas grave. L'idée, c'est de faire les travaux et les livrer le plus vite possible. Non, mais je disais, est toujours là. Ça rajoute forcément un budget supplémentaire. Bien sûr. C'est ça le truc. Oui, mais ça, c'est obligatoire. Sauf des constructions neuves, on a quasiment tous pas le choix, sauf si c'est vraiment marginal en termes de travaux. Ouais. Sur la question d'investissement, par rapport à ce que disait Philippe David, mais il faut être clair aujourd'hui. Bon, on n'a pas attendu le rapport sénatorial pour se préoccuper de la question d'investissement. Moi, je veux bien que les gens font des phrases et essaient de réfléchir, c'est très bien. Mais nous, ça fait des années qu'on s'en préoccupe. Après, la réalité, vous parlez des régions, je parle pour ce que je connais, même si je connais bien les différentes strates, c'est 10 milliards d'euros d'engagés là, sur le mandat. 10 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous voyez le chiffre, 10 milliards d'euros d'investissement. C'est colossal. Sur l'ensemble des régions. Donc ça veut dire qu'effectivement la question aujourd'hui, par contre là vous avez raison, c'est qu'il y a 10 ans,
on n'était pas sur la priorité énergétique. On va se dire les choses très clairement. Et depuis quelques années, là, l'ensemble des collectivités commencent à prendre le pas en disant il faut que le tiers du budget consacré à l'investissement, il soit sur pas que la rénovation, c'est aussi l'adaptation au changement climatique. Parce que les collègues, notamment pour le collègue de PACA, la question aussi de la chaleur, il faut se dire aussi les choses. Nous, on est impacté en Occitanie, je pense, comme à la région sud, c'est que la question des variables de température, on est en septembre aujourd'hui, il fait encore chez nous 32, 33 degrés. Je ne sais pas si vous imaginez. Et dans certaines classes, il va jusqu'à faire 30 degrés. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment prendre en considération cela pour éviter, effectivement, comme disait mon collègue, à installer des clims, parce qu'honnêtement, c'est surtout la fausse bonne solution. Est-ce qu'on parlait hors antenne, on parlait de la nature des travaux. Alors beaucoup en plus veulent en profiter pour être en autoconsommation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais est-ce que, alors entre les moments où vous avez mis en place les travaux et maintenant, le coût des matériaux n'est plus le même en fait, même si les budgets sont les mêmes. On parle de pénurie, on parle de donc est-ce que tout ça forcément, il faut aussi l'anticiper, même si c'est pas toujours évident avec vous d'ailleurs dans les Yvelines. C'est exactement la même chose. C'est exactement. Mais pour faire jalouser comme nos amis du Sud, il fait très chaud en ce moment en Ile-de-France. Oui, il faut le dire. Jean-Baptiste Amonique. Messieurs, venez, vous allez voir, la température est tout aussi étouffante. Voilà. Non, mais effectivement, nous on le voit. Je dis pas de bêtises en employant ce chiffre. Entre 15 et 20% d'augmentation sur chaque chantier. En raison de ce que vous venez de décrire, la hausse des prix et des coûts des matériaux. Nous, on essaye là sur le plan de rénovation énergétique des écoles, évidemment, vous l'avez dit, d'être aussi en autoconsommation. Donc on déploie un certain nombre d'énergies renouvelables. On va mettre du photovoltaïque, on va avoir aussi des systèmes de récupération d'eau pluviale. On essaye d'être innovant là-dessus. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience de la part des collectivités. Je rejoins totalement ce qui a été dit il y a 10 ans. Ce n'était pas du tout dans les politiques publiques dites prioritaires pour les communes. Mais là, je crois que maintenant, on a bien compris que l'enjeu du réchauffement climatique est l'affaire de tous et que nous devons y aller. Mais pour y aller, encore une fois, on va avoir besoin d'être accompagné à hauteur de l'enjeu. Pierre-Marie Ganozzi, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a dit, je le cite, en moyenne, c'est environ 1 million d'euros par école, donc ce n'est pas du bricolage. On apprécie le point d'humour sur le bricolage. Tout dépend de l'école. Tout dépend de l'école. Vous qui avez combien 470 écoles à Marseille. On est dans la réalité avec les chiffres de Christophe Béchu? Écoutez, je ne vais pas me fâcher avec le ministre M. Béchu, mais tout à l'heure, ça a été évoqué, 500 millions d'euros pour le fonds vert. En réalité, quand vous faites une division avec 44 000 établissements qui sont fléchés pour le fonds vert, évidemment que c'est pas suffisant. Donc, si on veut, comme tout le monde l'a dit autour du micro aujourd'hui, si on veut vraiment un grand plan d'investissement pour transformer le bâti scolaire et qu'il soit adapté au réchauffement climatique et aux défis de demain, c'est pas 500 millions dont nous aurons besoin. Le rapport dont vous avez cité, qui date de 2020, parlait de 40 milliards. Le rapport, donc il y a un rapport en juin 2023 auquel j'ai participé, toujours par du Sénat, qui a chiffré ça à 50 milliards d'euros. Donc c'est des sommes qui sont considérables. C'est pas que de l'investissement, il faut aussi de l'ingénierie. Ça veut dire que, alors nous à Marseille, on a de la chance d'avoir plus de 14 000 agents, donc on a des ingénieurs, on a des économes de flux, on a tout cela. Mais c'est sûr que pour des villes moyennes, les classes moyennes des villes, comme l'a dit mon collègue, ou des communes rurales, là pour le coup ça devient très compliqué. Et donc il y a aussi une réflexion à avoir de la part de l'État à comment, en termes de ressources humaines, on peut aider la totalité des communes. Nous, Ville de Marseille, alors c'est comme ça aussi qu'on l'a pensé avec le gouvernement, et c'est de dire à Marseille, on va être pionnier sur le bâti scolaire et on va mettre un gros paquet en termes d'ingénierie. Et notre idée, c'est après de pouvoir en faire profiter le maximum de communes. Il y a plusieurs communes de France qui viennent régulièrement à Marseille pour visiter soit nos écoles, soit les cours d'école végétalisés. Nous en sommes très fiers. Et en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a conçu. C'est pas que pour Marseille ce que nous faisons, c'est aussi pour l'ensemble des élèves du pays. Jean-Baptiste Amonique, justement, c'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'on fait enfin une collaboration entre communes. Oui, alors collaboration entre communes dans la mesure du possible. Après, chacun a son budget et chacun a évidemment ses investissements à réaliser. Moi, je voudrais quand même dire que j'ai une lueur d'espoir dans tout ça. J'étais hier au ministère de la Transition énergétique auprès de la ministre Agnès Pannier-Runacher. On était mandaté avec le député Pierre Cazeneuve, avec 7 autres groupes de travail pour travailler sur la future loi de programmation de l'énergie.
On avait, nous, la responsabilité du groupe Chaleur et Énergie Renouvelable. Et dans un autre groupe, un certain nombre de députés ont fait cette proposition, tout en rappelant que je suis très attaché à la réduction des déficits, mais de dire que dans le cadre du prochain projet de loi de finances, on pourrait avoir ce qu'on appelle de la dette verte, c'est-à-dire autoriser l'État à emprunter pour réaliser des investissements liés à la transition énergétique. Autrement dit, que ces investissements... Exactement. Et moi, j'y suis pleinement favorable. Évidemment, il faudra le calibrer, mais je crois que si on fait ça, ça pourrait nous permettre, nous, collectivités, d'avoir un plan à la hauteur des attentes de nos chers collègues. Kamel Chibli veut réagir. Oui, parce que ce que disait Cécile, elle a totalement... Pardon, intelligemment. Vous avez totalement raison de pointer cette question, notamment de l'augmentation de la matière première, puisque nous-mêmes, on est impactés. Je prends un exemple très concret qui va parler. Au lieu d'investir 1 milliard d'euros, on va investir 800 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on baisse 200 millions d'euros parce qu'effectivement, le coût de la matière première a tellement impacté et les budgets des régions ont tellement été réduits que notre capacité d'investissement a diminué. Ce qui veut dire quoi? Parce qu'à l'heure où on parle tous, l'ensemble des métiers sont touchés, y compris le BTP, qui est en difficulté en ce moment. Et ce ne sont pas des prix fixes, ça veut dire que ça peut continuer de monter. Exactement, ça veut dire que quand les collectivités, 80% d'investissement public, ce sont les collectivités, il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire que sinon on n'investit pas, le taux de chômage augmente. Donc la question de la matière première, vous avez totalement raison, il impacte directement et indirectement l'engagement que nous avons au niveau des collectivités, parce que quand c'est 200 millions d'euros de moins, vous imaginez l'impact, c'est moins de rénovation, c'est moins de création d'emplois, c'est moins de consolidation des entreprises locales. Et ça, c'est un sujet, à mon avis, prioritaire. Et comme disait Jean-Baptiste Amonique, quand les appels d'offres, quand vous obtenez des réponses à vos appels d'offres, parce qu'il y a aussi une pénurie. C'est pas toujours le cas. Non, mais c'est important de le dire. Non, mais vous avez raison, d'autant plus que ce que disait mon collègue, puisqu'il se situe comme une ville moyenne, et je le comprends, il a raison, et je crois que nous, par exemple, dans les régions, on a réussi à créer les uns et les autres, ce qu'on appelle des agences d'accompagnement des communes, notamment pour le photovoltaïque, pour la rénovation énergétique. Il faut aussi utiliser les bras armés que nous avons les régions pour les collectivités qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas l'ingénierie, parce que c'est avec l'ingénierie, c'est la base. Si vous n'avez pas l'ingénierie, vous ne pouvez pas faire. Et ben justement, dans un instant, là pour le coup, on ira dans une petite commune, 660 habitants. C'est à Bouafle, dans l'Eure, et nous serons avec Anne On Provost. continue à voyager. Hein. Oui, exactement. La maire de cette jolie petite commune, qui est encore un sujet important, parce que là, pour le coup, c'est encore plus difficile. C'est intéressant, en tout cas. Merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Et on parle des établissements scolaires, de leur rénovation, de leur état. On est en compagnie de Kamel Chibli, vice-président de la région Occitanie en charge de l'éducation, jeunesse et sport. Je raccourcis tous vos titres, messieurs, parce que sinon on termine l'émission. Pierre-Marie Gadozzi, adjoint à la mairie de Marseille en charge de l'école du bâti et du patrimoine scolaire. Et également Jean-Baptiste Amonique, maire de Villepreux dans les Yvelines, membre du bureau de l'association des petites villes de France. On va joindre tout de suite la maire de Bouafle. Alors on va voir dans quelques secondes. Bouafle dans l'Eure, c'est une petite ville de 660 habitants. Et alors une question, on a fait un tour de France volontairement, mais 11 000 habitants, près de 900 000 habitants. Marseille, c'est près de 6 millions d'habitants, je crois, Kamel Chibli, la région... 6 millions passés. 6 millions passés maintenant. Ouais. Je crois qu'on était à 5 millions 9, alors c'est très bien. Est-ce que l'un d'entre vous, est-ce que finalement il y a en Europe, à côté de chez nous, justement un exemple type d'école, de bâti, qui pourrait chez nous, en tout cas, résonner chez nous? Il n'y a rien qui me vient. Oui, je pense... Moi, je pense dans le nord de l'Europe. Il y a les pays scandinaves qui ont beaucoup travaillé ces questions, en particulier les questions de l'extérieur. Le problème, c'est que dans les pays scandinaves, c'est pas du tout le climat méditerranéen. Ce qui est applicable en fait dans un pays ne l'est pas forcément dans un autre. Sinon, il y a la ville de Barcelone aussi. La ville de Barcelone qui a beaucoup travaillé ces questions-là. Réflexion sur l'eau, réflexion sur le confort d'été, sur les espaces extérieurs aussi. Et en fait, le mélange de tout ça fait que on va arriver à Marseille, comme je pense dans une immense majorité de communes, à faire vraiment de belles choses pour le bâti scolaire de demain. Moi, je vais retourner à l'école à Marseille. Je vous le dis. On a retrouvé... Vous êtes le bienvenu, madame le bienvenu. Faites attention, elle est très turbulente. Les profs vont la coller tout le temps. Si vous avez un radiateur, c'est pour moi. Allez-y. Anne Provost est avec nous, maire de Bouafle dans l'Eure. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Alors, vous faites partie des petites communes. Aujourd'hui, vous, c'est 660 habitants. C'est situé où exactement dans l'Eure ?
Alors, Bois est un petit village qui est dans les boucles de Seine, près des Andelys. On est à une centaine de kilomètres de Paris. D'accord. Et à 40 kilomètres de Rouen. Mais voilà. Alors vous... Vous avez une école, oui. Elle a été refaite, et ça c'est parce que sur Sud Radio, on parle vrai, on parle des trains qui arrivent à l'heure aussi. Et vous, le chantier s'est magnifiquement bien passé pour refaire votre école dans votre commune de 660 habitants. Racontez-nous. Alors, c'est vrai que ça a été un tour de force en 2020. Ça a commencé en 2021. Ouais. On a eu l'opportunité par le département de bénéficier de subventions. Le conseil départemental de l'Eure subventions qui visaient à soutenir l'activité économique et concrétiser les projets qui étaient attendus par les Eurois. Oui. On avait 50% de subventions sur des travaux et notre école qui était installée, enfin une classe et salle des maîtres, etc., installée dans l'ancienne mairie qui date de 1930, qui a été inoccupée en tant que mairie depuis 40 ans et depuis environ une quarantaine d'années. Donc nous avions une partie de l'école qui est installée dans ce bâtiment. Et c'est un bâtiment qui date du début du siècle avec tous les problèmes que l'on pouvait rencontrer. On a donc... début du siècle, le 20e, vous vouliez dire, pas 21e. Oui, tout à fait. Donc en l'espace d'un mois, on a réussi à trouver des entreprises qui pouvaient assurer à la fois les travaux d'électricité, travaux de chauffage. Il fallait supprimer une chaudière fioul et surtout une cuve fioul qui était dans la cave, une cuve fioul de 3000 litres en acier, enfin quelque chose d'assez compliqué à sortir. Et puis évidemment tous les travaux d'isolation et d'embellissement, les peintures, etc. On avait des fenêtres qui avaient été remplacées récemment, ouais. Donc on ne touchait pas aux menuiseries, mais on a refait au rez-de-chaussée un ensemble complètement isolé. Les murs, on a descendu les plafonds sont isolés, l'électricité a été totalement refaite, évidemment on a passé la fibre optique qui venait d'arriver dans notre village et il a fallu réaliser ces travaux sur les 2 mois d'été, juillet, août, et donc ça a été un travail qui a été mené avec les 4 entreprises principales, de façon à ce que début juillet, le conseil municipal a assuré le déménagement des locaux, oui. Et à partir du 20 août, on a assuré le réemménagement, les travaux terminés, les entreprises tout à l'heure, tous les travaux ont été menés incroyable. Complètement, et franchement, on a croisé les doigts. Je vois de la jalousie dans nos invités. Ils nous demandent tous votre 06 là dans le casque. Certains pleurent. Le budget. Alors, ce sont des travaux qui ont coûté près de 81 000 euros. Là aussi, ils pleurent parce que c'est pas du tout comme ça. Voilà, c'est pas le même volume. Voilà. Et en fait, on a rencontré un problème au cours du chantier, c'est que la DDTM nous a imposé la création d'un sanitaire PMR alors que nous avions une dérogation. C'est pour les personnes handicapées à mobilité réduite. Personnes à mobilité réduite, exactement. Et ce sanitaire nous a coûté environ 20 000 euros et 18 000 euros en plus. Et j'ai réussi à obtenir une subvention complémentaire par l'État, des ETR, donc c'est la dotation d'équipement aux territoires ruraux, de plus de 7 000 euros. Elle est forte. Non, et on est une équipe. Je ne suis pas seule. Petit village, on se connaît tous. Et on est une équipe et c'est vrai que l'obtention des subventions nous permet d'avancer. Aujourd'hui, cette année, c'est la mairie qui est en travaux complets d'isolation par l'extérieur. Le chantier, logiquement, réception demain. On est en train de créer également un nouveau quartier parce que notre école, il faut qu'elle dure. Ouais. Elle a 3 classes. On a une garderie le matin, une garderie le soir, la cantine. Mais il faut que nous ayons des enfants jeunes régulièrement qui rentrent dans cette école. Et donc, on crée un nouveau quartier, on lance la vente des lots très prochainement et il faut absolument pérenniser les écoles dans les villages, c'est la vie. Eh bien, vous avez bien raison.
Merci beaucoup parce que on n'a plus du tout de temps. Merci beaucoup Anne Prouvost, merci d'avoir été avec nous, maire de Bouafle dans l'Eure. Merci beaucoup Jean-Baptiste Amonique, maire de Villepreux dans les Yvelines, membre du bureau de l'association des petites villes de France. Ce sera l'occasion de revenir bien entendu. Merci beaucoup Kamel Chablis, vice-président de la région Occitanie en charge de l'éducation, de la jeunesse, des sports et président de la communication de la commission éducation des régions de France. Et puis merci beaucoup Pierre-Marie Gazzoni, adjoint à la ville de Marseille en charge des écoles, des bâtis et du patrimoine scolaire. On aurait aimé vous avoir encore pendant 3 heures. Mais il y a tellement de choses à dire. Mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Je peux rester si on parle. On peut rester. Pour le rugby, on peut rester. On va vous réinviter. On va vous réinviter. Merci beaucoup. Dans un instant, effectivement, le rugby. On se retrouve demain à 17h avec Philippe David. On embrasse notre équipe et on leur remercie beaucoup pour leur boulot au quotidien. Et on vous retrouve demain à 17h. Merci à vous tous. Salut.